Bonjour et bienvenue sur l'Insoumission. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Carlos Martens Bilongo. Salut Carlos. Salut Pierre. On est content de te recevoir. C'est l'occasion de reparler de tout ce qui s'est passé depuis jeudi. C'était, je crois, sur les coups de 16h30. Tu as fait ce qu'on appelle une QAG, une question au gouvernement, sur le bateau de SOS Méditerranée, l'Ocean Viking. Et tu n'as pas pu finir ta question au gouvernement parce qu'il y a eu un cri raciste du député du Rassemblement national de Fournas. Ça a dû être la folie pour toi depuis. Est-ce que déjà, première question, tu veux finir ta question au gouvernement que tu n'as pas pu finir pour nous parler du bateau de SOS Méditerranée qui est toujours en mer à l'heure où on se parle? Ça fait 19 jours que 234 personnes sont en mer, bloquées en mer. Est-ce que tu veux nous parler de ta question au gouvernement? Ma question au gouvernement, elle survient, on est le 11e jour, où on a 234 rescapés qui sont sur un bateau, qui sont au bord des côtes de Malte et d'Italie. Et la question, elle survient à un moment où l'Italie a une nouvelle première ministre qui a des propos où elle dit qu'elle ne veut pas accueillir de migrants. Et c'était de demander à M. Darmanin ou à Mme Borne comment la France va pouvoir collaborer avec l'Italie sur l'accueil des migrants et plus largement collaborer avec les pays européens. Parce que nous sommes aujourd'hui en 2022, mais d'ici à 2030-2040, les vagues migratoires vont augmenter et c'est dû au dérèglement climatique et aux catastrophes auxquelles ces peuples sont confrontés. Et les vagues vont continuer à arriver. Mais aujourd'hui, on parle d'un bateau qui est en mer, SOS Méditerranée, et qui a besoin d'arriver dans un port sûr. Et c'était là la question. J'ai eu un bout de réponse avec Gérald Darmanin par médias interposés sur BFM vendredi matin, disant que le bateau va arriver en Italie, que les négociations vont bon train, qu'il a discuté avec son homologue italien. Mais nous sommes aujourd'hui mercredi, et le bateau est toujours en mer. Il y a une grippe qui a contaminé l'ensemble des personnes sur le bateau. Et à la minute où on parle, le bateau est encore en mer à tourner. Ils sont en manque de tout, de provisions, de soins. Voilà. Le bateau manque de tout. Et ils tournent en rond et on se renvoie la balle entre les différents gouvernements. Et en bafouant le droit de la mer. Et il faut mettre la pression. On a fait une conférence de presse ce matin en demandant solennellement au président français de tenir les engagements, de faire respecter les droits de la mer et de ne pas se renvoyer la balle avec l'Italie et dans l'urgence actuelle. Parce que chaque seconde compte d'accueillir le bateau en Corse. On a vu aussi la position du maire de Marseille, que je salue. L'actualité aussi, c'est donc je viens de faire un communiqué juste avant le début de cet entretien. Dedans, tu dis « Je ne pensais pas que, probablement en raison de la couleur de ma peau, je ferais l'objet d'un déferlement de menaces et d'injures. Au peuple français, je m'adresse. Face à Macron, deux camps se font face, celui de la haine et celui de la République. » Est-ce que tu veux nous parler un peu de tout ce qui s'est passé pour toi depuis jeudi? Depuis jeudi, je reçois beaucoup de messages de soutien et également des messages de menaces de mort, d'insultes à caractère racial. Je ne sais pas en fait si les gens veulent me rendre responsable même de la sanction de Grégoire de Fournas. Certains me disent voilà, il a été sanctionné, mais il ne méritait pas ça parce qu'il n'est pas raciste. Vous ne comprenez pas, vous avez mal entendu, vous êtes trop dur. Mais c'est pas moi qui. Je ne suis pas au bureau. Je ne suis juge de rien, moi. Je suis juge de ce que j'entends. Et je suis juge de dire que je n'accepte pas de propos racistes envers ma personne et envers des millions de Français. Et envers aussi des millions de personnes sur la Terre, parce que j'ai reçu vraiment des messages qui émanent de partout dans le monde. Et on retourne en Afrique, ce que vous entendez dans l'hémicycle, ça renvoie à un continent, ça renvoie à une insulte pour l'Afrique. Et il faut savoir que l'Afrique, c'est un des plus grands continents, c'est un continent qui est jeune, dynamique. Et se faire insulter dans un hémicycle, dans un haut lieu de l'institution française, c'est vraiment dégradant pour de nombreuses personnes. Juste après, vendredi soir, je suis parti pour un voyage en Algérie par rapport à mes travaux parlementaires. Tu vas nous en parler. Et c'est pareil, les Algériens, ils m'ont accueilli à l'aéroport. Tout le monde me pose la question, mais comment est-ce possible en 2022 en France, pays des droits de l'homme?
Ouais. Liberté, égalité, fraternité, tout le monde connaît notre sigle dans le monde. Et vraiment, j'ai vu dans tabloïd anglais, on a fait en anglais Back to Africa, ils sont vraiment choqués. La presse étrangère est vraiment choquée. Et c'est une résonance internationale, carrément. Ouais. C'est clair. On s'est rencontrés tous les deux, c'était le 10 mai dernier dans un café pas très loin d'ici. Tu m'avais raconté l'histoire de ton engagement, notamment de l'association Vel et Belle, qui a été créée en 2009 par Sebou Doucouré, donc l'association dont tu es le président, si je ne me trompe pas, qui organise des sorties culturelles, des voyages humanitaires au Sénégal, jusqu'à Miami pour les jeunes et les moins jeunes de Villiers-le-Bel. Elle a aidé 8000 familles pendant le confinement, ton asso. Ton premier combat, c'est contre la précarité ? C'est mon premier combat contre la précarité et l'éveil des consciences. Moi, le tissu associatif, c'est toute ma vie. Parce que dans les villes populaires et les quartiers populaires, c'est ce qui nous maintient, en fait. Quand l'institution est défaillante, il y a toujours des hommes et des femmes engagés qui font que le pays avance. On l'a vu pendant le confinement. Les rideaux se sont baissés de toutes les institutions. Il ne restait que les marchés. Ça veut dire les marchés, c'est le financier, uniquement les magasins. Qui avaient, quelqu'un qui était ouvert, c'était par rapport à une rentabilité. Et en face, on a eu les militants associatifs qui sont restés actifs. Moi, j'étais dehors avec mes camarades, on se baladait et on ne savait pas encore qu'est-ce qu'était le coronavirus, s'il était dans l'air, etc. Mais on était là, on avait cet engagement-là. Et l'engagement associatif, c'est ce qui nous retient et c'est ce qui nous maintient en vie. Et donc nous, depuis très jeune, moi j'étais déjà actif. Et ensuite, j'ai récupéré la présidence de cette association. Et aujourd'hui, je ne peux plus œuvrer au sein de l'association. Et on a une nouvelle direction, un nouveau bureau qui va bientôt se réunir pour que je puisse déléguer. Ouais. Mais en continuant à rester actif, moi je suis un militant associatif de cœur. J'adore faire des actions humanitaires. Je prépare même bientôt un voyage en Côte d'Ivoire, un voyage humanitaire. J'ai un voyage aussi prévu en janvier avec Oxfam. Ok. Donc c'est vraiment dans mon envie de continuer l'engagement associatif. Mon engagement humanitaire. Tu disais que ton engagement a commencé très jeune. Quand on s'était vu pour ton portrait au café, tu m'avais parlé de ta mère qui était aide-soignante, qui est décédée depuis et qui, tu m'avais raconté, elle avait pleuré le soir du 21 avril 2002 lorsque la tête de Jean-Marie Le Pen était arrivée à l'écran. On voit juste l'extrait et on en reparle juste après. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite Lionel Jospin, 16%, François Bayrou, 6,6%. Est-ce que tu soulignais là, pendant que ça tournait, que Jospin était à 16, est-ce que ta conscience politique, elle a commencé le 21 avril 2002 ? Je pense que ouais, ça a commencé à ce moment-là. Et ma mère, elle a fondu en larmes. Elle n'y croyait pas, en fait. Dès qu'elle a vu que Jospin n'était pas affiché sur l'écran, qu'elle a vu Jean-Marie Le Pen, elle était choquée. Moi, j'avais 12 ans, j'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, Caro, c'est très grave. Ce monsieur-là est très dangereux. Je connaissais vite fait, voilà, j'avais juste 12 ans. T'avais 12 ans, ouais. Mais elle me dit, c'est très, très dangereux. Deuxième tour, il faut que tout le monde aille voter. Et ensuite, il y a les grandes mobilisations, la manifestation qu'il y a eu entre deux tours. Mais j'ai vu ma mère pleurer après les résultats d'une élection. Et ça m'a envoyé un signal fort. Et elle m'a dit, voilà, c'est parce que les gens n'ont pas été votés. L'abstention fait que Lionel Jospin est uniquement à 16%. Et aujourd'hui, on va devoir faire barrage, Carlos. Dimanche prochain, je vais appeler toutes mes copines, les gens que je connais, les tontons et tout, pour leur dire d'aller voter au deuxième tour parce que c'est pas possible, etc., d'avoir Jean-Marie Le Pen. Et en plus, l'écart, vous imaginez, ouais. Chirac était à 20% et Le Pen à 17%. C'est scandaleux. Et aujourd'hui, c'est devenu banal d'avoir... aujourd'hui, il y a des cris racistes à l'Assemblée. Et, on va en parler après, des médias d'extrême droite qui reprennent des attaques contre toi. Je veux aussi parler d'une chose dont on a moins parlé. Tu as été enseignant contractuel et tu m'avais parlé quand on s'était vu des 800 000 contractuels de la fonction publique.
Est-ce que toi, c'est une urgence pour toi aussi, ce combat-là? C'est une urgence de pouvoir les rendre fonctionnaires. Parce que au moment où on discutait, je disais, l'année dernière, j'attendais de savoir si j'avais un établissement ou pas. On était au mois de juin et on est dans le flou. On est au mois de juillet, on est dans le flou. On est même le 27 août, on est dans le flou total. Pourtant, vous étiez dans un établissement l'année dernière, vous avez fait un rendez-vous avec l'inspecteur, ça s'est bien passé. Votre proviseur, il dit... Je ne savais même pas si à la rentrée, tu allais avoir... le 27 août, tu n'as pas de nouvelles. Le 28, tu n'as pas de nouvelles. Comment on se préparait? Vous imaginez, moi, ça va, on va dire que je suis jeune, j'ai 31 ans, mais une personne qui a une vie familiale, etc., qui se dit, bon, je veux passer ensuite mon examen en interne, mais d'abord, je vais être contractuel 3 ans ou 4 ans, on n'a aucune visibilité. Et ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Moi, j'étais à l'Académie de Paris, ça s'est bien passé à chaque fois. Il y a d'autres personnes avec qui j'ai échangé, ils étaient dans le flou, et d'autres n'ont pas été reconduits. Vous imaginez le malaise et la précarité dans laquelle on place des Français qui s'engagent. Et franchement, enseigner, c'est pas pour le salaire, c'est vraiment qu'on a envie de le faire. C'est un engagement qui va au-delà du pécunier, au-delà. Mais encore une fois, on précarise ce métier et on a moins de personnes qui ont envie de devenir enseignants. Alors, Carlos, tu es membre du comité d'administration du collectif du Triangle de Gonesse. Hier, tu as posé ce qu'on appelle une QAG dans le jargon politicien, une question au gouvernement sur la dette climatique que les pays riches ont envers les pays pauvres, pour savoir si la France soutient la création d'un fonds pertes et dommages. On voit ta question au gouvernement et on en reparle juste après. Ces dommages touchent principalement des pays qui ne sont pas responsables du changement climatique et ont le moins de capacité financière pour y répondre. Dans ce contexte, plusieurs de ces pays ont réclamé la création d'un fonds de pertes et dommages. Il s'agirait d'un fonds de compensation aux conséquences irréversibles du changement climatique. Les pays les plus pollueurs ont une dette envers les pays les plus touchés par les conséquences du dérèglement climatique. Il faut taxer les super-profits, surtout ceux qui sont liés à l'industrie des énergies fossiles. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas ne pas taxer les pollueurs qui font des super-profits et demander à tous les Français de faire des efforts. Parce que tous les Français ne sont pas à la même échelle sociale. Celui qui a plus de moyens et pollue plus doit faire davantage d'efforts. Si tu tries tes ordures, tu regardes les jets privés passer là-haut, quoi, en gros. Exactement. Et c'est comme ça que le ressentent les Français. Il y en a qui me disent, Carlos, je ne fais pas d'efforts parce que regarde, il y a les jets privés qui font que de voler sous ma tête. Tu m'expliques? Aujourd'hui, il y a 89 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Je crois d'ailleurs que c'est le premier sujet sur lequel tu as alerté quand tu as été élu, sur le premier média que tu avais fait. Nous, on a fait une série de portraits pour montrer les liens sur l'insoumission qu'ils ont les députés du RN avec les groupuscules néo-nazis, avec le capital aussi. Comment on mène la bataille contre l'extrême droite à l'Assemblée, peut-être aussi contre la banalisation des propos comme ce qui s'est passé là jeudi dernier. Comment on mène la bataille? J'avais fait Radio France, France Culture, tous mes médias. Et j'avais été franc avec eux. J'ai dit, bon, moi j'ai gagné, j'étais super content. Mais je disais, bon, j'ai gagné, mais dans beaucoup de circonscriptions, des camarades ont perdu. Et malheureusement, il y a 89 députés du Rassemblement national. Comment ça va se passer? J'avais une appréhension. Je me suis dit, à un moment donné, ça va tomber. Parce que je connais leurs idées. Je connais les propos. Vous savez, je suis confronté au racisme tous les jours. Et c'est pas tout le temps que c'est capté par une vidéo. Parfois, c'est parole contre parole. Parfois, les paroles ne sont pas dites. Parfois, on ressent le racisme par le regard, par une expression, par des mouvements, par une approche particulière. Et je me suis dit, 89 députés du Rassemblement national, à un moment donné, il va y avoir un couac. Et je savais que ça allait être soit moi ou soit des personnes qui me ressemblent qui allaient être visées. Mais j'avais déjà cette appréhension. Et vraiment, vous prenez l'article, mon premier article, je parle de ça, je dis voilà, ils sont 89 et c'est super dangereux. Et voilà le résultat. Malheureusement, tu t'es pas trompé. C'est des millions de Français qui sont victimes de racisme tous les jours, mais il y a les invisibles d'en bas, les cuisiniers, les livreurs, les serveurs, les plongeurs, les ouvriers. Je crois que tu as reçu beaucoup de témoignages de gens qui n'ont pas la tribune que tu as eue pour... J'ai reçu beaucoup de témoignages. Ouais.
Et je viens d'avoir un témoignage il y a 20 minutes au téléphone. Un monsieur me dit, Carlos, je suis très touché par ce que tu me dis, parce que ma femme vient d'être insultée par des jeunes de 18 ans qui lui ont fait des cris de singe par la fenêtre. On a alerté le syndic de copropriété, et comme c'était parole contre parole, ils n'ont pas cru ma femme. Vous imaginez ? Des cris de singe en 2022. Il me dit, Carlos, ton combat, c'est notre combat. Et merci d'avoir dit qu'il y a des invisibles qui se font insulter tous les jours et qui n'ont pas cette captation vidéo pour pouvoir dire, voici ce qui s'est passé. Voici ce qu'ils disent. C'était très grave. Pareil, j'étais dans un lycée ce matin, à Simone de Beauvoir à Garges. Des lycéens m'ont dit, Monsieur Bilongo, certains dans le lycée ont des propos insultants envers nos couleurs de peau, envers notre quartier, en disant, oui, vous êtes des voyous. J'aurais dit, vous avez des preuves? Non, Monsieur Bilongo, on n'a rien. Vous imaginez? Parole contre parole. Sur un média, lundi, en rentrant d'Algérie, je dis, sans la vidéo, c'est quoi? C'est ma parole, Carlos. Déjà, j'entends retour en Afrique. C'est remodelé en kill. À un moment donné, c'était kill au pluriel, sans que moi, j'aie à m'exprimer. C'est Monsieur Grégoire de Fournas qui fait tous les plateaux télé pour expliquer si c'est conjugué ou pas, pluriel ou singulier, kill aussi, pas ceci. Normal. Dans toutes les chaînes télé, il passait. Et moi, j'étais assigné à résidence, j'étais assis à attendre comment on va m'assaisonner, à quelle sauce je vais être pris. Et c'est très violent. J'ai pas eu à m'exprimer jusqu'à 20h30. De 16h30 à 20h30, ce monsieur-là a fait tous les plateaux pour s'expliquer comment faire. J'ai envoyé un mail, j'ai pas envoyé un mail, je me suis excusé ou pas. Et ensuite, moi, au moment où j'ai un micro en face de moi, c'est pour justifier les propos de monsieur. Monsieur de France a dit qu'il vous a fait un mail. Monsieur de France a dit qu'il a dit qu'il est au pluriel. Monsieur m'a dit qu'il parlait. Là, tu devais juste, on te faisait réagir aux propos de. Exactement. Et vous voyez, ça, c'est violence. Ça, c'est une très grande violence. Mais je t'ai pas répondu sur comment faire pour combattre. Parce qu'il y a des personnes qui nous suivent et qui veulent savoir comment on va faire. On va mener le combat. On va pas lâcher. Je suis là pour ça. Je ne suis pas arrivé dans l'hémicycle en disant Carlos, ça va être le combat, l'immigration, etc. Mais il y a une semaine, en commission des affaires étrangères, ils avaient des propos super durs. On avait fait chacun une intervention. Les députés de la LFI qui étaient présents dans la commission des affaires étrangères. On avait balancé une photo et j'avais dit, moi, voilà, quand vous votez pour un député antiraciste, ça donne ça en fait. On est toujours au combat. Et vous allez me retrouver toujours au combat, de façon frontale. Et je vous demande à vous, toutes et tous, personnes qui sont touchées, parce qu'il y a beaucoup de Français qui nous soutiennent, et beaucoup de Français qui ne sont pas concernés par le racisme, mais qui soutiennent cette cause, parce qu'ils ont beaucoup d'empathie, parce que c'est des gens, c'est un peuple universaliste, c'est un peuple des Lumières, de venir avec nous mener ce combat-là. On le disait en introduction, tu es né à Villers-le-Bel, mais on te demande de retourner en Afrique. Daniel Obono, on lui demande de dire « Vive la France » sur les plateaux de télévision. Est-ce que quand on est noir dans le champ politique, on est constamment, ou souvent renvoyé à sa couleur de peau? Visiblement. Moi, c'est tout ce que je redoutais. Et j'ai dit à tout le monde, moi, personne ne me renvoie à mon origine, personne ne me renvoie à ma couleur de peau. En face de moi, j'ai un député français, je suis un député français. On s'arrête là. Ensuite, si nous avons des affinités, nous pourrons parler de nos éventuelles origines. Moi, je suis totalement clair là-dessus. Mais avec un député que je ne connais pas, ou avec d'autres personnes, je préfère m'en tenir à... Tu m'apprécies pour ma personne, je t'apprécie pour ta personne, nous sommes français. Ça s'arrête là. Je suis né à Villers-le-Bel. Et même le fait je ne suis pas un menteur. Je ne veux pas dire que je suis originaire de tel ou tel pays de par mes parents. Mais mon pays, c'est la France. Ce que je connais mieux, c'est la France. Je ne peux pas inventer une histoire d'un autre pays parce que mon réel pays, c'est la France. Et je suis fier d'être français. Et ma France à moi, elle refuse le racisme. Maintenant, tous ceux qui seront en face de moi, qui sont racistes, je vais les combattre. C'est clair, net et précis. Et j'irai au bout de ce combat. Et personne n'a le droit de renvoyer un Français à sa couleur de peau, ou à son origine, ou à son genre. C'est clair, net et précis. Et c'est toujours ce que je me suis empressé de dire à mes étudiants. Parce que, au final, après, c'est
c'est banal, on vous renvoie directement à votre origine. Peu importe où vous êtes et que vous avez un poste à responsabilité, ah, vous êtes de quelle origine? Et souvent, on ne demande pas ça à la femme de ménage, on ne demande pas ça au petit serveur du coin, on dit, bah, on s'en fout, voilà. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Soit on s'intéresse à tout le monde, soit on est tous sous le même drapeau, et basta, on se respecte. Mais à qui profite de faire des cloisons comme ça? Ça profite à qui? Il ne faut pas oublier voilà, d'où vient l'extrême droite, le Front National, l'OAS. Il ne faut pas oublier. Il faut les combattre tous les jours. Et encore plus aujourd'hui. Un pied dans l'Assemblée, un pied dans la rue. Et moi, je salue toutes les personnes qui sont combattants, militants contre les idées racistes et fascistes. Tous ces militants ont mon respect total. Et je les salue aussi à travers l'antenne. Le député qui t'a insulté, Grégoire de Fournas, il a été élu grâce à la Macronie. La candidate macroniste a appelé à voter blanc entre le candidat de la NUP et le candidat du RN de Fournas. Le barrage républicain, il s'est effondré, pas seulement dans cette circonscription. Pire, parfois, il s'est même retourné sur certains plateaux télé. Parfois, c'est plutôt Le Pen que Mélenchon. Hier, c'était plutôt Hitler que le Front populaire. Est-ce que tu penses qu'après ce qui s'est passé, le barrage républicain, il peut se reformer? Bah, vous savez, au moment où ça s'est passé, il y a eu différentes réactions qui ont condamné l'extrême droite et les propos de M. de Fournas. J'ai vu même Éric Ciotti, même le président Marlex du groupe Les Républicains. J'ai eu ensuite le soutien aussi de tous les autres bancs. Voilà. Parce que vraiment, les Républicains, c'est vraiment ceux qui est à l'extrême avant l'extrême droite par rapport au positionnement de l'hémicycle. Il y a eu un arc républicain que je respecte, que je salue, et j'aimerais que ça continue. J'aimerais que ça continue. Que chaque groupe politique dise non au racisme. On est à un tournant. Si des personnes arrivent à avoir des discussions de comptoir dans un hémicycle, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, ces idées-là, ils les ont. Pour eux, en fait, ils étaient au bistrot. Ces idées-là, une fois que leur bureau est fermé, ils n'en pensent pas moins. Si ce n'est pire. Et dans sa volonté de diaboliser le Rassemblement national, les masques se sont tombés. C'est le vernis qui craque, quoi. Exactement. Carlos, tu es un des députés les plus présents à l'Assemblée. Je ne dis pas ça parce que on s'apprécie tous les deux, on peut vérifier les chiffres, c'est vrai, tu es dans les plus présents. On aimerait que tu sois connu pour ton travail de député, pas seulement pour le buzz, tu l'as dit lors d'une interview. Tu as dit vouloir représenter les habitants de ta circonscription, qui sont oubliés. Tu m'avais raconté que quand tu mettais Villiers-le-Bel sur ton CV, on ne te rappelait pas, et quand tu mettais d'autres villes à côté sur ton CV, on te rappelait. Tu veux représenter les habitants de ta circonscription, ceux qui se lèvent à 4h du matin pour aller nettoyer les toilettes, pour accompagner nos enfants. Cette France-là, elle est invisibilisée dans nos médias, et c'est toi, ce que tu veux faire, c'est que tu veux porter ça, notamment à l'Assemblée nationale, mais aussi en dehors. Bien sûr, parce que pourquoi elle est invisibilisée? Nous, pour nous, elle est visible. Hein. J'avoue, dans ma circonscription, j'ai discuté avec les gens existent. Mais dans le débat politique et médiatique, elle est balayée d'un revers de main. On oublie ces personnes qui se réveillent à 2h, 3h du matin, qui ont des métiers pénibles. Quand on parle de rallonger l'âge de départ à la retraite, d'avoir un débat au mois de janvier sur la retraite, de dire qu'on va convoquer les acteurs, etc., tout le monde syndical, on va même convoquer les présidents de groupes politiques pour repousser à 65 ans, 66 ans, 70 ans. Moi, ma mère est décédée à 56 ans. Et pourtant, quand on est dans un cycle de 40, à partir de 40 ans à 60 ans, souvent on dit on travaille pour sa retraite. Et de voir que ses parents ou sa mère décède pendant les années où elle continue à travailler pour dire je travaille pour ma retraite et qu'elle décède avant de pouvoir percevoir sa retraite, c'est super violent. Et ces personnes-là ne se sentent pas écoutées. Ces familles-là se sentent blessées. Parce que c'est des métiers essentiels et très pénibles. Se lever à 3h, 4h du matin pour ouvrir des gares, c'est très difficile. Il y a un facteur pénibilité. Et ça use sur la durée. Mais on demande de travailler encore plus longtemps. Alors qu'à 62 ans, il y a déjà 25% qui sont en fait déjà morts. Donc
alors qu'il y en a plein qui Et bénéficient pas de la retraite. 25% des plus précaires. Ouais. Donc ensuite, on sait que la précarité, des fois, elle est ciblée sur des quartiers, sur des villes. Donc ça peut être même dans un quartier, des personnes à partir de 62 ans qui sont tous décédées. Vous imaginez en fait une succession d'obsèques comme ça, parce que dans un quartier, on a que des personnes âgées, un quartier où peut-être il n'y a que des personnes en situation de précarité, ben, on va dire dans un cycle, tous ceux qu'on va avoir 60 à 65 ans, Toute une il y génération. aura une multitude de décès comme ça. Et c'est violent. Et c'est des gens qui ont eu des métiers pénibles toute leur vie et qui ne vont pas percevoir de retraite. Je crois qu'un autre sujet que tu veux porter aussi, c'est la discrimination à travers le transport, notamment le RERD, pour les habitants de ta circonscription. Je crois que tu veux mener une action dessus. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est ça, ma circonscription est bien au-delà. Ouais. Le RERD, c'est un train qui a 600 000 usagers par jour. Il faut savoir que ce train permet, par exemple, aux habitants de Villebel d'arriver en 15 minutes à la gare du Nord Châtelet, aux habitants de Sarcelles d'arriver en 12 minutes à Châtelet, et de voir des transports qui ne fonctionnent pas, voire qui fonctionnent très mal, sans perspective d'amélioration, c'est incroyable en fait. C'est une discrimination aussi. C'est une insulte. Quand vous postulez et que votre ville est sur la ligne du RERD, parfois on ne vous appelle même pas à cause de ça. J'ai des personnes, moi, des fois, qui sont inquiets en train de pleurer. Je dis, je suis en période d'essai, monsieur. Il me reste une semaine de période d'essai, et ça fait 3 jours que j'arrive en retard. C'est fini mon emploi. Vous imaginez? On est dans des villes où le bassin économique est très rétréci. On peut avoir des fois des commerces de tous les jours. Donc voilà, si vous avez un BEP vente, ça va très bien. Mais dès lors où les gens ont une volonté d'aller faire de grandes études, avoir un master ou des métiers importants, etc., devenir cadre ou autre, ben, il faut arriver à l'heure. Il faut avoir des transports en commun qui fonctionnent aussi. Il y en a pour qui l'écologie c'est important, donc ils veulent prendre les transports en commun. Il y en a qui n'ont pas les moyens également d'avoir une voiture, de payer le litre d'essence entre 2 € ou 1,60 €, qui n'ont pas envie d'être dans les bouchons, qui ont envie d'être à l'aise, lire un bouquin dans le train ou dans le métro. C'est devenu un luxe aujourd'hui d'avoir un train à l'heure. En France, en 2022, C'est devenu un luxe de pouvoir aller juste travailler ou aller faire ses études. En 2022, c'est devenu un luxe d'avoir un train à l'heure sur le RERD. Et les gens, le matin, ils ont un boule au ventre, parce qu'ils ne vont pas savoir si le train va être hacké quand vous êtes sur la circonscription de Arnaud de Gall. Si vous êtes à Louvre, Fosse, vous n'êtes pas sûr d'avoir un train. C'est un enfer quotidien, et du coup, vous voulez monter une action, c'est ça, avec... Exactement. On a reçu, début octobre, le directeur de la SNCF de la ligne D, Marc Douaneau, et nous faisons le 12, lundi 12 décembre, une grande réunion à l'Assemblée nationale où j'ai invité les différents élus qui ont le RERD qui passe sur leur ligne. J'ai invité les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux et encore une fois EDF Mobilité, la région aussi est conviée, et les directeurs de la ligne D pour nous donner des perspectives d'amélioration. On parle en fait d'un dédoublement du tunnel entre le RERB et le RERD qui pour Valérie Pécresse coûte trop cher, mais on dit que ça coûte cher, mais pourtant le CDG Express avance, même si ce n'est pas les mêmes financeurs. Le CDG Express avance quand même. C'est un train qui partira de Charles de Gaulle, Terminal 2, pour arriver à Gare de l'Est, sans s'arrêter sur aucune ville, ni Sevran, etc. Et ça, pour ça, il y a de l'argent. Et pour ça, il y a de l'argent. Ça pour donner 8 milliards et aux pourtant, ce n'est pas entreprises. pour les Franciliens. Le CDG Express, ça va être un ticket à 24 €. Qui est la cible à 24 €? Et il a le problème. Il a le problème. Et on veut que les acteurs locaux et même la société civile soient présentes à cette réunion-là du lundi 12 décembre et qu'on parle de ces vrais enjeux. Parce qu'il y a le respect et la dignité pour chacun. De pouvoir avoir soit un service public du transport en commun, mais en voulant privatiser, on fait une très grosse erreur. Une très très grosse erreur. C'est une question de choix politique. Tu disais Valérie Pécresse, mais 157 milliards d'euros de cadeaux, c'est le coût du capital chaque année, ça pose pas de problème. Donc l'argent, en vrai, s'ils veulent le trouver, bien entendu, ils peuvent le trouver. Quand on s'était vu en mai dernier, tu m'avais dit les 90% d'abstention dans un même bâtiment, ça me donne envie de pleurer. Tu m'avais aussi dit si on remporte le 3e tour,
Bon, là, ça va plutôt être le 4e tour s'il y a une des solutions. On va vivre des scènes de liesse comme l'été 98. Les gens iront sur les Champs-Élysées. Même avec les dégoûtés, on fera la fête tous ensemble. Ça marquera le début de la 6e République. Ma dernière question, c'est est-ce que tu es entre l'espoir ou le désespoir et comment tu vis tout ce qui vient de se passer? Je ne sais pas si tu avais vu, moi, les scènes de liesse après mon élection, mais en fait, c'était France 98. Je t'invite à aller voir sur ma page Facebook. Et en fait, j'avais repensé à cette interview. Je me suis dit, en fait, non. France 98, c'était pas les Champs-Élysées, c'était dans mon petit local entre amis. C'était des scènes de liesse incroyables. Il y avait tout le monde, tous les âges, des drapeaux français, la Marseillaise, la musique. C'était une finale de Coupe du Monde. À un moment donné, je me suis dit, je suis un joueur de foot ou j'ai gagné une élection politique? Et en fait, c'est ça, à minima. Mais je pense qu'on va gagner d'autres victoires. C'est que le début. C'est que le début. Et si je suis là dans l'hémicycle, et les personnes qui regardent, c'est un espoir. Si j'y suis, c'est que c'est un espoir. Merci beaucoup, Carlos. Merci à toi, Pierre. Merci pour ton combat. On continue à mener la bataille contre l'extrême droite. On lâche rien. Abonnez-vous aux réseaux sociaux de Carlos, Martens Bilongo. Abonnez-vous à l'Insoumission et on vous dit à la prochaine. À très vite, merci beaucoup.